a entendu parler de la fameuse phrase « Omar m'a tué », écrite en lettres de sang avec cette surprenante et mystérieuse faute d'orthographe. C'est bien sûr l'énigme de l'assassinat de Ghislaine Marchal, née de Renty, la veuve de l'industriel Jean-Pierre Marchal, retrouvé sauvagement assassiné il y a 20 ans dans la cave de sa maison de Mougins. C'est aussi l'affaire Omar Radad, du nom de ce jardinier marocain arrêté, jugé et condamné, puisque la victime l'avait désigné comme son assassin sur une inscription écrite avec son propre sang. C'était le coupable idéal. Sa condamnation, quelques années plus tard, avait choqué l'opinion en France. Un doute réel existait sur la culpabilité d'Omar, car rien, pas de preuves matérielles ou d'aveux ne liaient à cette affaire. Omar sera finalement gracié en 1996 par Jacques Chirac, alors président, et libéré 2 ans plus tard. Mais à ce jour, Omar n'a pas été innocenté. Car s'il n'a pas tué, qui a bien pu commettre ce meurtre atroce? Suivez-moi. Nous avons une dame qui appartient au grand monde, qui est encore fort bien de sa personne. On la retrouve tuée. Ghislaine Marchal est assassinée de plusieurs coups de couteau. Elle est égorgée, la tête est presque séparée quand même. Elle est éventrée, ses intestins sont ressortis. L'affaire va être vite réglée. Elle a écrit le nom du meurtrier sur les murs de la chaufferie. Le suspect numéro 1 dans cette affaire, Omar Radad, est convoqué par le juge... Madame Marchal était comme ma mère. Je ne l'ai pas tuée. Il est absolument persuadé que c'est une erreur et qu'il va être relâché très vite. Qu'est-ce qu'il y a comme élément matériel contre lui? Comme indice, comme... Il n'y a rien. Madame Marchal, 4 jours auparavant, avait retiré 5 000 francs. Et il est avéré qu'elle n'a dépensé que 3 000. Que sont devenus les 2 000? Omar Radad jouait au casino de Cannes très régulièrement. Ça fait pour les enquêteurs, je joue, j'ai besoin d'argent, j'ai tué Madame Marchal. Qui a véritablement tué Madame Marchal? Parce qu'il y avait forcément, dans tous les cas, plusieurs personnes sur cette affaire. Et le dossier est un dossier qui sent mauvais. Parce qu'on veut protéger un secret. La Cour et le jury condamnent Omar Radad à la peine de 18 ans de réclusion criminelle. Comment c'est commencé? Pour moi, de départ, c'est commencé comme une caméra cachée. Malheureusement, c'est pas caméra cachée, c'est des choses que j'ai jamais croyais, ça va m'arriver. Nous sommes sur les hauteurs de Mougins, au-dessus de Cannes, où Ghislaine Marchal avait décidé de vivre. À la mort de son mari, ils étaient en instance de divorce. Elle avait fait construire la chamade, la villa, ici même où elle vivait seule, chemin de Saint-Barthélemy. Le 24 juin 91, des amis, des voisins sont inquiets. Ils n'ont plus de nouvelles de Ghislaine Marchal depuis la veille. En plus, la maison est ouverte, la voiture est dans le garage, tout semble normal, mais Ghislaine est introuvable. C'est comme si à la chamade, la vie s'était brusquement arrêtée. Vers 17h, son médecin traitant signale sa disparition à la gendarmerie de Mougins. Lorsqu'ils arrivent à la chamade, les gendarmes constatent que la porte d'entrée de la maison est ouverte. À l'intérieur, les clés sont dans la serrure. La voiture est garée dans le garage. La maison est en ordre. Dans la chambre à coucher, son sac à main est posé sur un secrétaire à côté de son lit défait, sur lequel est placé un plateau avec les restes d'un petit déjeuner. Tout est calme et immobile, la vie semble s'être arrêtée. Les gendarmes descendent alors dans la cave de la maison. On y accède par un escalier assez abrupt. L'accès est protégé par un portillon métallique qui donne dans la cour. Après avoir retrouvé un double des clés, ils constatent que la porte est fermée à double tour,
Mais celle-ci résiste encore. Elle est bloquée de l'intérieur par un lit pliant qu'il dégage en se faufilant, dans le noir. En entrant, les gendarmes remarquent que l'interrupteur est taché de sang. Passé le seuil de la porte, ils aperçoivent un tube de métal ainsi qu'un chevron de bois brut ensanglanté. En progressant dans le couloir à gauche, ils tombent sur une porte avec des inscriptions lisibles « Omar m'a tué ». Les enquêteurs pénètrent dans la pièce principale de la cave, mais c'est derrière l'autre porte, celle qui donne dans la chaufferie, qu'ils voient le cadavre d'une femme aux cheveux clairs gisant sur le ventre. Elle porte un peignoir taché de sang et de poussière retroussé jusqu'à la taille. Ses bras s'étirent au-dessus de sa tête, elle semble avoir été traînée par les pieds. Sur la porte d'accès, on remarque ses traces rougeâtres de mains et de doigts. Elle a été violemment frappée à la tête, sauvagement poignardée. On entre dans ce qui a été une tombe, quand même. Hein. C'est la première fois dans l'histoire criminelle, à mon avis. Il y a le mystère de la chambre jaune, etc. Mais bon, c'est la première fois dans l'histoire criminelle que quelqu'un qui va mourir écrit le nom de son meurtrier avant qu'on ne referme la porte. C'est ça que j'appelle la tombe. Le 26 juin, la presse régionale s'empare de l'affaire et publie des révélations qui vont connaître un grand retentissement national et même international. C'est un scénario évidemment de polar incroyable, et rien dans les premiers jours nous permet de douter de cette thèse, la thèse de Omar, assassin de Madame Marchal. Mougins, c'est pas une grande gendarmerie. Il voulait bétonner en disant l'affaire va être vite réglée. Elle a écrit le nom du meurtrier sur les murs de la chaufferie. On enquête sur le jardinier, mais on va tout recouper. Maintenant, l'affaire est presque ficelée. Le jardinier, c'est lui. Il s'appelle Omar Radad, il a 29 ans. C'est un berbère. Avant son arrivée en France, il vendait des légumes dans la région du Rif au Maroc. Il ne sait ni lire ni écrire, parle très mal le français. Grâce à son père, il travaille depuis 4 ans chez Ghislaine Marchal à Mougins. Les gendarmes viennent l'arrêter devant sa femme et ses enfants qu'il avait rejoints à Toulon. Omar est alors conduit à la gendarmerie de Cannes et placé en garde à vue. On ne lui donne aucune explication. Quand tu te retrouves en face des policiers de Cannes, à l'époque, tu parles français bien ou... Très, très, très mal. Mais tu comprends ce qu'ils te disent ou pas tellement? Quelques questions, je comprends. Genre quoi? Il y a beaucoup de questions que je ne comprends pas. Ouais. Par exemple, qu'est-ce que vous faites le démarche? Est-ce que vous travaillez? Checkez votre travail, ça, je comprends. Mais il y a beaucoup de questions, je n'ai pas compris. Et des fois, il y a des choses que je n'arrive pas à dire en français. Je termine ma phrase en arabe. Il n'y a pas d'interprète? Non, je l'ai demandé. Ouais. J'ai demandé, ils m'ont refusé. Ah, ils ont refusé? Je l'ai demandé, ils m'ont refusé l'interprète. Il dit qu'il a été entendu sans interprète, ce qui est vrai, parce qu'il n'a jamais demandé d'interprète, et il n'avait nul besoin d'interprète. Au moment des faits, le major Sancy est à la tête de la SR de la gendarmerie de Cannes et le responsable de l'investigation. Face aux incohérences de l'enquête, la presse et la défense vont le mettre en cause. Le major Sancy répondra avec un livre, Omar l'a tué, amusant jeu de mots, vous noterez au passage, qu'il défend comme un droit de réponse face aux attaques et autres calomnies dont il s'estime victime avec ses gendarmes. Mais malgré sa pugnacité affirmée, le major Sancy refuse toute interview. En revanche, il a mis en ligne une sorte de blog où on peut visionner la seule interview qu'il ait jamais donnée à TV Luberon. Il est bien évident qu'un gendarme ou un policier, quel qu'il soit, dans n'importe quelle enquête, que ce soit criminelle ou correctionnelle, lorsque le besoin d'un interprète s'en fait sentir, il est bien évident que nous requérons un interprète. Comment aurions-nous fait avec ce monsieur Radad pour dactylographier plusieurs officiers de police judiciaire différents, 12 pages de procès-verbaux, d'un procès-verbal d'audition. Comment se fait-il que lorsque nous avons présenté Omar Radad à la juge d'instruction, Mme Murphy-Ningo, elle n'ait pas pris d'interprète non plus? À la fin, il m'a dit, il faut te dire c'est toi. Parce qu'on a les preuves, 100% on le sait, c'est toi. J'ai dit, mais c'est pas moi. Et c'est là il m'a monté les photos où c'est marqué Omar m'a tué. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui est écrit. Mais Omar, je sais comment s'écrit mon nom. Et là, comme je viens de dire tout à l'heure, tout de suite, j'ai dit, mais c'est pas trop compliqué. C'est la personne qui a tué Madame Marchal, c'est lui-même, il a écrit. Il m'a dit, non, c'est vous. Et il m'a laissé 2 nuits sans dormir. Des fois, il me lave les chaises, je reste debout.
et les questions derrière. Il voulait des aveux. Exactement. Ils sont tout faits. Le suspect numéro 1 dans cette affaire, Omar Haddad, est convoqué par le juge d'instruction qui doit prendre la décision de l'inculper ou de le relâcher. L'entretien dure près de 4 heures, preuve de la complexité de ce dossier. En effet, le juge n'a ni mobile, ni pièce à conviction permettant d'accuser le jardinier de Madame Marshall. Pourtant, le 27 juin, la juge Arfilingo inculpe Omar d'homicide volontaire. Il est écroué à la maison d'arrêt de Grasse. Je pense qu'il ne comprend rien de ce qui lui arrive pendant très longtemps et il est persuadé surtout, il est absolument persuadé que c'est une erreur et qu'il va être relâché très vite. Donc très longtemps, il n'est pas inquiet du tout, Omar. Il va falloir attendre 10 jours pour qu'Omar puisse enfin être assisté d'un avocat. Maître Georges Girard de Cannes et Gérard Baudou de Nice sont saisis. Je rencontre un homme qui s'exprime avec difficulté en français et immédiatement je me pose la question de savoir comment les interrogatoires qui se sont déroulés dans les locaux des services de gendarmerie ont pu se dérouler hors la présence d'un interprète. Je ne parle pas l'arabe, mais l'entretien que j'ai avec lui se fait d'une façon qui est sans être difficile, qui nécessite malgré tout beaucoup de temps. Et puis, j'ai en face de moi quelqu'un qui, pour autant qu'il y ait un physique qui puisse prédisposer à telle ou telle chose, notamment à un meurtre, qui manifestement n'a pas le profil, tant par son vécu que par son aspect et par les manifestations d'innocence qui sont les siennes. Ah, c'est un homme malin. J'ai un procureur qui m'a dit un jour, monsieur Sancy, si un jour vous voulez traverser le désert, prenez Omar Haddad, vous verrez, vous arriverez à rien. Très malin, un garçon très malin, très sûr de lui, très fin. Madame Marshall était comme ma mère. Je ne l'ai pas tuée. Dans le voisinage, tout le monde sait que Madame Marshall appréciait beaucoup Omar, non seulement pour son travail, mais aussi pour son élégance et sa discrétion. Il s'habille avec beaucoup de classe pour un jardinier. Il n'est pas en bleu de travail comme on s'imagine. Il est toujours en chemise blanche, un pantalon très propre et des chaussures de ville. Il est discret, il ne fait pas de bruit avec sa mobilette. Madame Pascal, une voisine, employait Omar 3 fois par semaine et l'avait recommandé à son amie Ghislaine. Il était là, il a coupé des choses là, il a changé des choses là, il s'est occupé des... Après, il est venu arroser partout. Parce qu'on ne voit pas du tout pourquoi il y aurait été. Et pour l'égorger, ça paraît une histoire invraisemblable. Plus invraisemblable encore, on apprend que le lendemain de l'autopsie, alors que le rapport des médecins légistes n'a pas encore été transmis à la juge, celle-ci autorise la restitution du corps à la famille, qui du coup ordonne son incinération. Alors là, je demande votre attention, c'est très étonnant quand on sait que Madame Marshall avait réservé un caveau que voici dans le petit cimetière de Mougins, caveau qui, vous allez le constater, est vide. Et surtout, pourquoi si tôt l'incinération ? À la demande de la famille, le corps a été incinéré au bout de 3 semaines, ce qui est un scandale, parce que c'était la principale pièce à conviction, et c'est ce qui aurait permis de faire des recherches d'ADN. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, toute investigation complémentaire sur le corps de Madame Marshall était devenue impossible par l'effet de l'incinération prématurée. Le corps, pièce à conviction capitale, ayant été détruit, tout repose maintenant sur le rapport d'autopsie signé par les 3 médecins légistes requis par les gendarmes. Et là, les défenseurs d'Omar vont faire une incroyable découverte. Nous avons eu la surprise de constater que la datation qui était donnée par un collège de 3 experts correspondait à une date où Omar Haddad ne se trouvait pas à Grasse. Il se trouvait déjà à Toulon, où il avait rejoint sa femme pour la fête de l'Aïd, me semble-t-il, ou quelque chose comme cela. Si pour les experts, Madame Marshall a été assassinée le lundi 24 juin, alors Omar a un alibi imparable. Le jour-là, j'étais à Toulon, avec ma famille. Personne ne peut rencontrer avec une vingtaine de témoins, le billet de train, le taxi. Jusqu'à la personne de contraire. Le juge, toujours pareil, le juge Renard,
Il reçoit le dossier de 3 médecins légers, c'était samedi, Mme Marchal est morte le 24 juin 1991. Ça fait, ça colle pas avec déjà ce qui était déjà fait par les enquêteurs. Qu'est-ce qu'il a fait le juge Renard? Il a téléphoné à 3 médecins légistes pour dire vous êtes trompé, c'est pas le 24 il faut dire le 23. Incroyable. Sur ce document, les 3 médecins signalent qu'une faute de frappe vient modifier la date de la mort. Il faut lire le 23 juin 91 au lieu du 24 juin 91, comme indiqué auparavant. Mais pour la défense, il n'est plus possible de demander des expertises complémentaires, le corps ayant été détruit. Maintenant que le juge et les gendarmes sont convaincus que le meurtre a eu lieu le dimanche, et non le lundi, ils tentent à tout prix de faire coïncider l'emploi du temps de Omar avec l'heure présumée du meurtre. Le démarche, j'ai dit le démarche, j'ai travaillé chez Mme Pascal toute la journée, de 8h jusqu'à midi 5. J'ai quitté mon travail comme la vie toute, pour aller manger chez moi. Et j'ai pris mon travail à 13h. Ce dimanche 23 juin, Omar travaille chez Mme Pascal depuis 8h du matin. Vers 12h15, il prend son vélomoteur et rentre déjeuner chez lui, au Canet. Il n'avait pas à monter devant la Chamade, il descendait au contraire par le Val de Mougins pour rejoindre la route de Cannes et le Canet. Sur le chemin, il s'arrête dans une des 2 boulangeries de Mougins et achète une demi-baguette. Il y a 2 boulangeries, l'une à côté de l'autre. Eh bien, les gendarmes ne vont interroger qu'une des 2 boulangeries. Ils ne vont pas aller voir dans la deuxième. Deuxièmement, lorsqu'ils vont questionner les boulangères qui ce jour-là travaillaient, elles vont dire, l'une et l'autre, qu'ils n'ont pas vu, enfin, qu'ils ne savent pas si Omar Haddad est venu ou non. L'une va dire, d'ailleurs, j'étais moi à la cuisson, j'étais pas là, même s'il était venu, je n'aurais pas vu. Bon. Eh bien, ces témoignages vont être transformés dans le procès-verbal de synthèse, fait par le responsable de l'enquête, puisqu'il va leur faire dire qu'elles sont certaines qu'Omar Haddad n'est pas venu ce jour-là. Eh oui, pour les gendarmes, personne ne peut attester que ce jour-là, Omar s'est bien rendu à son domicile. Ce dont ils sont sûrs, c'est qu'à 12h50, il a passé un coup de fil à sa femme d'une cabine téléphonique au Canet, non loin de son domicile. Il a téléphoné à son épouse, qui se trouve à Toulon. D'ailleurs, il ne va même pas s'en servir comme alibi, ce qui prouve que ce n'était pas un alibi prévu à l'avance. C'est les gendarmes qui vont le découvrir tout à fait par hasard en récupérant le listing de tous les appels téléphoniques passés de toutes les cabines publiques. Et peu après 13h, Omar est de retour chez les Pascal, au mas Saint-Barthélemy. Madame Pascal le confirme. Pourtant, les gendarmes ont la conviction qu'Omar ment sur son emploi du temps et qu'il a commis le meurtre entre 12h15 et 12h50 ce dimanche 23 juin, c'est-à-dire en 35 minutes. À ce moment-là, on peut tout imaginer, qu'il ait fait un détour à un moment ou à un autre pour aller tuer Mme Marchal. Mais s'il fait un détour à un moment ou à un autre pour tuer Mme Marchal, on peut penser qu'il faut aussi qu'à un moment, il se change. Ne serait-ce que les chaussures, les vêtements. Et là, il n'a pas le temps de se changer. Il est habillé pareil. Moi, c'est la question que je pose. Je le pose à M. Buisson, le diplomate, qui est le gendre de Mme Pascal. Je lui dis comment il est habillé. Mais de la même façon, la même chemise jaune clair, le même pantalon marron, les mêmes chaussures. Il a des traces de sang, il n'a pas de traces de sang. Alors, on peut massacrer quelqu'un dans une chaufferie et puis retirer des taches de sang. En fait, on va retrouver du sang sur le plafond de la chaufferie. C'est vous dire que ça a giclé, vraiment. Donc, il est absolument impossible pour un meurtrier de ne pas avoir sur ses vêtements ou sur les semelles de ses chaussures, je ne dis même pas des taches de sang, mais des molécules de sang. C'est absolument impossible. Or, Omar Haddad, ce qui démontre son innocence, c'est qu'il n'y a pas la moindre molécule de sang. Ses vêtements et ses chaussures ont été examinés par un laboratoire au microscope électronique à balayage. Qu'est-ce qu'il y a comme élément matériel contre lui? Comme indice, il n'y a rien. En fait, la seule preuve dont les gendarmes disposent, c'est cette inscription « Omar m'a tué », retrouvée sur les murs de la cave. Ils ont aussi un mobile, l'argent, et constatent qu'une somme de 3000 francs manque au domicile de la victime. Madame Marchal, 4 jours auparavant, avait retiré 5000 francs de son compte en banque et il est avéré qu'elle n'a dépensé que 3000.
Que sont devenus les 2000 ? Cette dame-là, bon, si elle n'était pas immensément riche, était quand même une personne très aisée, avait toujours des billets de 500 francs en vrac dans le sac. Donc il est allé dans ce sac, il n'a eu plus qu'à se servir, le sac était toujours ouvert, d'après les témoignages que nous avons. Donc il a pris cet argent, il a pris sur lui, il est parti. Omar Haddad aurait tué Mme Marshall pour lui dérober 2000 francs. Bon, ça ne tient pas debout, surtout qu'à ce moment-là, il pouvait s'emparer d'autres valeurs bien plus importantes. Mais rien d'autre n'a été dérobé dans la maison qui n'a pas été fouillé. Les gendarmes maintiennent qu'Omar a volé cet argent parce que c'est un joueur, qu'il a contracté des dettes de jeu et fréquente régulièrement le casino de Cannes. Omar Haddad était un joueur, un très gros joueur, vu ses revenus. Et Omar Haddad jouait au casino de Cannes très régulièrement. Et Omar Haddad a été reconnu, notamment au casino Croisette à Cannes, par, je dirais, tout le personnel. Alors tout le monde imagine Omar Haddad jetant des gros billets ou sur un tapis vert. Mais ce n'est pas du tout le cas. Il allait simplement jouer aux machines à sous. Il mettait quelques pièces, le bandit manchot. Il lui arrivait de gagner, il lui arrivait de perdre. Il a peut-être perdu un peu plus qu'il n'a gagné, mais enfin, il ne jouait pas des sommes importantes. Donc Omar Haddad était aux abois. Il n'avait plus d'argent. Sa femme venait d'accoucher de son deuxième enfant. C'est la raison, à mon avis, pour laquelle il demandait de plus en plus souvent à ses deux employeurs, qui étaient Mme Marshall et une voisine, Mme Pascal, des avances sur salaire. Et les deux femmes avaient convenu qu'il ne fallait plus lui avancer parce qu'elles se disaient, il y a quelque chose qui ne va pas, il nous demande de plus en plus d'argent, on ne sait pas pourquoi, il a déjà entamé son mois de juillet, etc. Il ne faut plus, dans son intérêt, il ne faut plus lui avancer de l'argent. Pour les gendarmes, Omar s'est donc rendu ce dimanche chez Mme Marshall pour lui réclamer une nouvelle avance sur salaire. Il savait qu'il allait demander de l'argent à Mme Marshall. Vous comprenez ? Et Mme Marshall lui a refusé cette avance. Et c'est là qu'il s'est passé quelque chose où il a pris la décision, effectivement, de la tuer. Ça fait pour les enquêteurs, j'y joue, j'ai besoin d'argent. J'ai tué Mme Marshall pour apprendre, je ne sais pas à l'époque, là, 2000 francs, 3000 francs dans son sac. Au plus, laissez imaginer, c'est vrai. Mme Marshall se trouvait dans la cave. J'entre dans la chambre et je prends le sac et je me casse. Pas besoin de le tuer. Les gendarmes sont convaincus qu'Omar est bien le meurtrier de Mme Marshall. Son emploi du temps, le jour du meurtre, ne tient pas. Et puis, il a un besoin d'argent pressant. Pour eux, il est accro au jeu, il fréquenterait les casinos. Et puis les gendarmes ont aussi un argument de poids. La victime a dénoncé son meurtrier. Sur les portes de la cave, c'est quand même son sang et son écriture, et ça, c'est imparable. Ils expliquent aussi que dans la cave, Ghislaine a tout le temps d'écrire. De peur que son assassin ne revienne, elle se barricade à l'intérieur avec un système de blocage de la porte d'entrée très astucieux et efficace. C'est en tout cas la clé de toute l'accusation. De son côté, la défense réfute ces arguments et affirme que tout cela n'est qu'une mise en scène du meurtrier pour accuser Omar. Puis, ce serait le meurtrier qui, en partant, aurait entravé la porte de la cave avec le lit pliant. Bref, un seul crime pour deux scénarios qui s'affrontent. C'est pour vérifier un certain nombre d'indices que les défenseurs d'Omar Haddad, qui n'ont jamais vu les lieux depuis 8 mois, ont demandé ce transport de justice qui, en fait, ressemble à une reconstitution sans l'intervention de l'inculpé. Même s'il était présent à Mougins hier, Omar, après 40 jours de grève de la faim, clame toujours qu'il n'a rien à voir dans cette affaire. Avec ce qui peut lui rester d'humour après 8 mois de détention, il répondait « Mais que veut-on que je fasse? Que j'aille couper le gazon ?» Ce jour-là, tout le monde est à la chamade. Le juge Renard a réuni les enquêteurs, les avocats de la partie civile et les défenseurs d'Omar. Devant la presse, Maître Leclerc, l'avocat de la famille, maintient que Mme Marshall s'est bien barricadée dans la chaufferie pour se protéger de son meurtrier. Elle a écrit une première fois à genoux « Omar m'a tué » et une deuxième fois couchée sur le côté avant de mourir « Omar m'a tué » et avant cela, elle a poussé contre la porte un lit et une barre de fer pour empêcher celui qui était sorti et qui avait fermé la porte en clé de rentrer. Les médecins légistes sont formels. Madame Marshall n'est pas morte sur le coup. Elle aurait survécu environ un quart d'heure. Les gendarmes estiment que la forte personnalité de la victime et son esprit de conservation font qu'elle ne se résigne pas.
Pendant ces dernières minutes, elle va se barricader dans la cave en mettant au point un système de blocage de la porte, effectivement astucieux, efficace en utilisant le chevron de bois et la barre de fer. Pourtant, la défense prétend le contraire. Dans le tout premier rapport de constatation des gendarmes établi le jour de la découverte du corps, la présence de ce système de blocage n'est pas mentionnée. On ne parle que du lit pliant qui entrave l'ouverture de la porte. Tellière, vous venez de me lire la déclaration du gendarme Lidke en ce qui concerne notre intervention pour ouvrir la porte. Je la confirme en tout point. Oui, après être entré dans la pièce, j'ai effectivement vu sur le sol un morceau de bois à section carrée couvert de sang. D8, page 2, premier paragraphe, elle s'était barricadée avec un lit pliant. Donc l'histoire du chaînon sur la barre sur le chaînon, etc., c'est intervenu après. Manifestement, ce qu'il considérait comme l'élément qui obstruait l'ouverture de la porte, c'était le lit pliant et pas le reste. C'est véritablement ce qu'ils disent. Mais à partir du moment où on a fait sur place la démonstration que le lit pliant, on pouvait facilement le mettre, le positionner derrière la porte en fermant la porte, ils ont rebondi sur quelque chose qui jusque-là n'avait jamais été envisagé. Pour nous, la démonstration est faite. L'on peut parfaitement donner l'impression que l'on barricade de l'intérieur la porte de la cave, alors qu'on le fait en sortant de la cave. Car les assassins, à ce moment-là, savent très bien que c'est facile. Moi, je tue quelqu'un, je tue un tiers, je marque le nom de mon voisin, c'est mon voisin qui va en prison. C'est trop simple. Il fallait donc accréditer que c'était bel et bien la victime elle-même qui était l'auteur de l'inscription. Et peut-être qu'ils ont monté effectivement un scénario pour laisser penser qu'elle a voulu s'enfermer à l'intérieur de cette chaufferie. Quand on la retrouve à plat ventre, près de la chaudière, elle est à moitié retroussée, elle a son peignoir qui ne devrait pas être retroussé, elle est allongée comme ça. On dirait qu'on l'a traînée. La défense est aussi persuadée que les blessures de Mme Marchal sont bien trop graves pour qu'elle ait pu se relever après les premiers coups très violents portés à la tête. Elle a été assommée et ne se serait jamais relevée. Elle n'a pas crié, n'a pas demandé du secours. Le corps de Mme Marchal présentait un certain nombre de blessures. Je crois qu'il y en avait à peu près une dizaine, et notamment certaines inexplicables au niveau des membres inférieurs, avec des saignements qui étaient perpendiculaires aux jambes et non pas parallèles. Or, si quelqu'un reçoit un coup de couteau en étant debout, le saignement se fait naturellement de façon parallèle à la jambe et non pas de façon perpendiculaire, ce qui signifiait que ces coups de couteau non mortels avaient fatalement été portés à un moment où elle se trouvait couchée. Elle va recevoir des coups de chevron sur le crâne, elle va avoir un œdème cérébral, ce qui empêche toute possibilité d'avoir des mouvements coordonnés. Et deuxièmement, elle est poignardée. Son foie est transpercé de part en part, ce qui fait une douleur inimaginable, on ne peut plus lever les bras. Elle est égorgée, mais profondément. Ses carotides n'ont pas été tranchées, mais la tête est presque séparée quand même. Elle est éventrée, ses intestins sont ressortis. Comment imaginer que cette femme, qui serait à ce moment-là surhumaine, après le départ de son assassin, va se relever, va faire toute une installation portant un lit de 12 kilos pour bloquer la porte. Et puis elle se dit, qu'est-ce que je vais faire en attendant ma mort ? Eh bien, je vais dénoncer mon meurtrier. Alors elle l'écrit en lettres géantes, avec son propre sang. Puis une fois qu'elle a fait cette inscription en lettres géantes parfaitement lisible, qu'est-ce qu'on lui prête comme attitude ? Elle se dit, je vais m'enfermer, je vais éteindre la lumière. Et dans le noir complet, elle traverse encore toute la chaufferie, et puis elle dit, qu'est-ce que je préfère ? Je vais écrire une deuxième fois. Une écriture régulière, comme si, quand on regarde, on dirait qu'il y a une règle en dessous pour bien écrire, bien droit. Ça part même pas en pente comme ça. Non mais c'est vachement inquiétant, ça. Moi, je serais enquêteur, je dirais, quelqu'un qui est dans cet état-là, il va écrire un peu, Omar, ça va tomber, ça va partir comme ça, en diagonale. Ben non, c'est bien droit. Un traumatologue, expert à la cour d'appel, estime qu'avec les blessures infligées, il lui était tout simplement impossible de lever le bras, donc d'écrire. Et comment expliquer cette faute d'orthographe ? Cette faute avec une lettre en plus ? On dit comment est-ce qu'une femme cultivée, qui faisait des mots croisés, a-t-elle pu faire une telle faute ? C'est impossible, c'est pas elle qui a écrit. Or, cette faute d'orthographe
ne fait qu'authentifier la signature de Madame Marchal, puisqu'elle la faisait couramment. Nous avons quantité de ce que l'on appelle des écrits de comparaison qui prouvent que Madame Marchal faisait toujours la faute de l'infinitif. Ghislaine Marchal faisait donc des fautes d'orthographe. Mais rien ne viendra prouver ce qu'avancent les gendarmes, bien au contraire. Dans les écrits saisis à son domicile, Madame Marchal manie l'infinitif. Aussi, elle fait des mots croisés qu'elle termine. Contrairement à ce que maintiennent les gendarmes, Ghislaine Marchal ne faisait pas de fautes d'orthographe. Alors comment expliquer cet entêtement, cette obsession des gendarmes et du juge d'instruction à accabler Omar, sans jamais daigner regarder ailleurs? Je crois qu'il y a eu une instruction qui était complètement bancale, qui n'a suivi aucune des pistes qui auraient pu être intéressantes, savoir si Madame Marchal avait un compte en Suisse, ce qu'on savait, savoir si quelles étaient ses fréquentations, qui elle avait vu. Là-dessus, blackout total. On a essayé on n'a rien essayé, on a suivi une seule piste, celle de Omar Haddad. La famille de Madame Marchal est très influente. Elle ne semble pas vouloir, elle aussi, chercher plus loin. Je ne veux pas rentrer dans l'hypothèse d'un secret de famille. La seule chose que je vois, ce sont les faits, c'est que la famille Marchal a souhaité qu'Omar soit condamné. Pour quelle raison? Ça, c'est son problème. Mais elle a réellement, elle l'a manifesté, et de toutes les façons, elle avait la certitude qu'il était coupable. Pendant les 3 années d'instruction, toutes les demandes de remise en liberté seront rejetées par le juge, alors qu'aucune preuve matérielle ne lie Omar à ce meurtre sauvage. Omar fait 2 grèves de la faim. L'opinion publique commence à douter de sa culpabilité. Il y en a beaucoup qui m'écrivent. Il me dit, il faut t'arrêter la grève de la faim. Il faut te prendre tes forces pour te défendre le jour de la cour d'assises. Le sourire d'Omar Haddad à son arrivée ce matin au palais de justice de Nice, c'est l'image que l'on retiendra de cette première journée du procès. Face à la bousculade que provoque son arrivée, Omar semble presque amusé de cette notoriété dont il se serait bien passé. Le procès s'ouvre début février 1994 devant la cour d'assises de Nice. Omar Haddad est confiant. À la demande du roi du Maroc, Hassan II, Jacques Vergès assure maintenant sa défense. Les manipulations policières, les erreurs de l'enquête devraient jouer en sa faveur. Il semble impossible qu'Omar puisse être condamné. Et pourtant, vous allez voir. De cette histoire, ce qu'il faut retenir, c'est l'exemple de ce que la justice ne devrait pas faire. C'est-à-dire la justice, théoriquement, est là pour trouver la vérité. Elle n'est pas là pour prendre les mesures pour que la vérité ne soit jamais trouvée. Le procès n'a fait qu'entériner toutes les erreurs de l'instruction, toutes les lacunes, et je dirais même la volonté de l'instruction de garder un certain nombre de choses dans l'ombre. Voilà. Omar Haddad a perdu son sourire du premier jour. Sans doute perçoit-il que les débats ne tournent pas à son avantage. Malgré le manque de preuves, les débats ne vont pas aller dans le sens d'Omar. Le dernier jour d'audience, les portes sont déballées et présentées aux jurés. À cet instant, le procès bascule. Pourtant, rien ne prouve que les inscriptions aient été rédigées par la victime. La presse et le public désiraient un roman policier, s'enflamme l'avocat, mais depuis hier, depuis que l'on a vu les portes de sang, nous ne sommes plus dans la fiction ni dans le mystère, mais dans la douleur. Nier ce message de Ghislaine Marchal, c'est nier son ultime effort, l'ultime manifestation de courage infini de cette femme agonisante, martèle l'avocat. Elle a démasqué son meurtrier, elle est morte en disant « Omar m'a tué », il n'y a plus de secret, il n'y en a d'ailleurs jamais eu. Le procès d'Omar Haddad, le verdict des jurés de Nice est tombé ce soir. 18 ans de réclusion. C'est la première des informations du jour. 7 heures de délibération et la condamnation tombe. 18 ans de réclusion criminelle pour Omar Haddad. Les jurés lui ont accordé les circonstances atténuantes. Qu'est-ce que ça veut dire, ces circonstances atténuantes? Il n'y a aucune circonstance atténuante. C'est monstrueux. C'est un crime abominable, monstrueux.
S'il était vraiment coupable, à ce moment-là, il fallait le condamner à une très lourde peine, et certainement pas avec des circonstances atténuantes. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ces circonstances atténuantes? Ça signifie simplement que les jurés ont eu un doute, et que, pour essayer de surmonter ce doute, le président du tribunal, M. Gian, leur a certainement dit « Écoutez, on met les circonstances atténuantes, comme ça, il ne fera que la moitié de sa peine. » Le journal VSD, je crois, a publié un article où 2 des jurés se confiaient au journaliste, qui a été condamné d'ailleurs pour violation du secret des délibérations du jury. 2 jurés disaient, au départ, l'acquittement était acquis. La majorité des jurés étaient pour l'acquittement. Et pendant 6 heures, parce qu'on a délibéré sans l'avocat, pendant le délibéré, ça a duré 6 heures, le président et ses assesseurs nous ont travaillé au corps pour qu'on condamne, mais en accordant les circonstances atténuantes, c'était le marché. Sa femme s'évanouit et doit être évacuée. Syncope, malaise, évacuation. À l'intérieur du palais, les 12 jurés ont dit coupable. À l'extérieur, la foule n'a qu'un mot, innocent. On ne condamne pas un homme contre qui il n'y a que des insinuations, avait plaidé ce matin Maître Vergès. Face à ce verdict, l'avocat harangue la foule dans la salle des pas perdus. Il y a 100 ans, on condamnait un jeune officier qui avait le tort d'être juif. Aujourd'hui, on condamne un jardinier parce qu'il a le tort d'être maghrébin. Le roi du Maroc, Hassan II, est choqué, comme tous les Marocains, par ce qu'il considère comme un verdict injuste. J'ai été reçu par Sa Majesté, Hassan II, et il m'a dit alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, j'ai dit écoutez, il y a 2 choses. Moi, je suis citoyen français, je suis l'avocat dans l'affaire, je continue à tirer à boulet rouge. Parce que c'est en tirant à boulet rouge que j'en ai fait un scandale. J'aurais pu, si j'étais un type malin, sortir en disant « J'ai pu obtenir les circonstances atténuantes, la peine est un peu trop lourde, mais enfin... » Bon, non. Bon. J'ai donc tiré à boulet rouge, j'ai comparé ça à l'affaire Dreyfus, tout le monde s'en est mêlé. Mais vous êtes un chef d'État étranger. On ne peut pas faire un bras de fer. Par contre, vous êtes tenu à plus de discrétion que moi, mais vous avez plus d'influence que moi. Demandez la grâce. Jacques Chirac arrive au pouvoir. Hassan II, qui a fait de cette histoire une affaire personnelle, ne pouvait pas ne pas demander à son ami Chirac de faire quelque chose vis-à-vis de l'affaire Omar Haddad. D'autant plus que Hassan II, connaissant très très bien la France, savait très bien qu'en France, il y a beaucoup de doutes sur la culpabilité d'Omar Haddad et que Jacques Chirac ne trouverait pas en face de lui une certaine opposition si jamais il déclenche une procédure de grâce. Et donc, dès la première visite, en 1995, la première visite d'État que Jacques Chirac a effectuée à l'extérieur, c'était au Maroc. Et cette question a été abordée dès la première visite. Le président Chirac entendra les doléances de son ami le roi et un peu plus d'1 an plus tard, concédera une grâce partielle à Omar. Après 7 ans et 2 mois d'incarcération, c'est un Omar libre, mais pas innocenté, qui sort de prison. Quelques amis, parmi lesquels d'anciens voisins de Madame Marshall, qui ont toujours cru en son innocence, sont venus l'accueillir. À quoi vous avez pensé pendant toutes ces années de prison? Injustice. Je suis libre. Mais dans ma tête, je ne suis pas libre. Tu es toujours en prison dans ta tête? Toujours derrière les barreaux dans ma tête. Mais c'est pas moi. Mais c'est qui a tué Madame Marshall? C'est ça la vraie question aujourd'hui qu'il faut poser. Je demande à la justice un 12e procès. Et partie civile, c'est ça, parce que j'ai envie de raconter ça pour en voir à qui vous faites le crime. Et partie civile, ils sont tout faits, il n'y en a pas un 2e procès. Je ne comprends pas pourquoi partie civile ils sont contre un 2e procès. Parce que s'il y a un 2e procès, c'est pas eux à prendre le risque, c'est moi. Effectivement, Omar court le risque d'être condamné plus lourdement si le procès de révision qu'il réclame n'aboutit pas en sa faveur. Mais alors, pourquoi la famille s'oppose-t-elle farouchement à ce 2e procès,
alors qu'elle ne risque rien. Manifestement, l'accusation contre Omar Haddad ne tient pas. Et le dossier est un dossier qui sent mauvais, parce qu'on veut protéger un secret. Si Omar est innocent, qui est donc l'assassin de la veuve Marshall? Au lendemain du procès, détectives et journalistes vont se jeter à corps perdu sur de nouvelles pistes, provoquant une vraie course au rebondissement. Alors on retrouvera successivement la trace d'un autre Omar. Puis ce sera un témoin qui a vu une camionnette le jour du meurtre, avec des objets tachés de sang. Enfin, un ancien détenu de Clairvaux qui subitement fait des révélations sur un possible meurtrier rencontré en prison. Tout cela n'aboutira à rien et discréditera le travail de ces apprentis enquêteurs non dénués de bonne volonté. Malgré tout, des pistes solides semblent se profiler alors. Des pistes que les gendarmes n'ont jamais voulu suivre du temps de l'instruction. Comme il y avait beaucoup de points qui étaient restés obscurs et qu'il y avait des incohérences au cours du procès, moi je me suis dit c'est pas croyable. Et le journal où j'appartiens, Paris Match, me dit écoute, retourne à Mougins, fais une contre-enquête. Jeanker va retrouver Mimoun Barkhani, qui pendant 10 ans a été le fidèle majordome de Jean-Pierre et Ghislaine Marshall. Il explique à Jeanker que 2 mois avant sa mort, Madame Marshall se sentait menacée et lui a fait des confidences. Au bord de la piscine, elle me dit « C'est très grave ce que j'ai à te dire, Mimoun. Je crois que ma vie est en danger, j'ai peur. » « Madame, vous avez peur? Qu'est-ce qui vous veut du mal ?»« Eh bien, j'ai un familier qui me fait peur. Il veut de l'argent, il est pressant, il est pressé, il veut monter une société et je sens que ma vie est en danger. Et tu vois, je vais te dire une chose, si vraiment il m'arrivait quelque chose, tu saurais que c'est lui qui m'a tué. Mais c'est grave, madame, ce que vous me dites là. » Elle dit « Oui, justement, c'est pour ça que je veux que tu me protèges. Je te prends n'importe quel prix, je te reprends à mon service. En juillet, je laisse la maison à mon fils. Et en août, tu viens me revoir et tu seras mon garde du corps, mon chauffeur. Voilà, tu ne me quitteras plus. Et j'ai trop peur, je sens que ma vie est en danger. » En 96, Mimoun est enfin entendu par les gendarmes de la SR de Marseille. Mais son témoignage est très vite discrédité, car il est l'oncle d'Omar. Et c'est là que le bas blesse. Alors, il est crédible, il est bien équilibré, c'est pas une vengeance, il est honnête, il a de la mémoire en même temps, et il veut dire ce que Madame Ghislaine lui a transmis comme message, mais dès l'instant qu'il est l'oncle, ça n'a plus aucune valeur. Et on dit maintenant, c'est pas crédible. En plus, Mimoun n'est pas le seul à qui Madame Marshall a confié ses craintes. 5 témoins attestent qu'1 mois avant sa mort, une même personne semblait la menacer. En fait, j'ai retrouvé 5 personnes qui avaient les mêmes phrases à me communiquer, c'est-à-dire si je suis assassiné ou si je suis morte, si on me retrouve assassiné, vous saurez que c'est lui, il veut me tuer. Voilà ce qu'elle a dit. Elle a dit à un marchand de légumes dont j'ai le nom, elle l'a dit à son traiteur, elle l'a dit à Tania Varro, une femme de la grande société de Mougins, elle l'a dit à une directrice qui était une amie à elle, Madame Marty, qui était directrice d'une agence immobilière. Madame Jacot l'a entendu aussi. En fait, j'ai eu 5 informations qui ont recoupé celle de Mimoun. À Mougins, les habitants pensent qu'Omar n'aurait pas tué Ghislaine Marshall. Certains prétendent connaître le nom de la personne qui la menaçait. Elle avait peur, elle s'était confiée. Ils n'ont jamais rien osé dire et la police n'est jamais venue les interroger. Mais Jeanker découvre autre chose. Souvenez-vous, l'arme du crime. Elle n'a jamais été retrouvée, ni même identifiée. Il réinterroge Liliane Recevaux, la femme de chambre, qui travaillait pour Ghislaine Marshall depuis quelques années à la Chamade. Elle connaissait tous les recoins de la maison. Elle se souvient d'un détail capital. Et c'est là qu'elle m'a dit « je sais maintenant ce qui manquait, ça m'a complètement échappé, et je l'ai dit à personne. Qu'est-ce que c'est, Liliane ?» Eh bien, c'était un coupe-papier avec un manche en ivoire. C'était un objet de famille, d'ailleurs, qui était posé sur un velours vert, sur un plateau en argent. Il était tellement affûté des 2 côtés que je me suis coupé une fois et Ghislaine Marshall m'a dit faites attention quand vous retirez la poussière et vous nettoyez cet objet. En fait,
le coupe-papier ressemblait à l'arme décrite par le médecin légiste, une lame de 20 cm coupante des deux côtés, de 2 cm de large. Étonnant. Le coupe-papier porte les armoiries de la famille des parents de Ghislaine. Et à leur tour, des proches confirment sa disparition. Cet objet de famille était rangé dans un écrin vert sur le secrétaire de la chambre à coucher. Il est introuvable et semble correspondre à l'arme du crime. Le détective Roger-Marc Moreau, lui aussi, contre-enquête et s'intéresse à son tour à la femme de ménage. Il a de sérieux soupçons la concernant. Liliane Receveau a en effet confié aux gendarmes que Mme Marchal lui a donné congé ce fameux week-end du samedi jusqu'au mardi. Mais en interrogeant son ancien compagnon, le détective s'aperçoit qu'elle a menti sur son emploi du temps. Il me dit, ce jour-là, d'abord le samedi, quand elle revient de chez Mme Marchal, elle ne me dit pas, contrairement à ce qu'elle va déclarer aux gendarmes, que Mme Marchal lui a donné congé. Deuxièmement, le dimanche matin, elle se lève à 7h30. Elle me dit, je vais travailler, je vais à la chamade. Elle ne lui dit pas qu'elle est en congé. Le lendemain, c'est-à-dire le lundi, selon l'accusation, Mme Marchal est déjà décédée. La femme de ménage se lève à 7h30. À nouveau, elle dit à son concubin, je vais travailler à la chamade. Le mardi, même scénario. Sauf que là, elle revient au bout de quelques heures et elle lui dit, Mme Marchal est décédée. Quand il apprendra par la suite, par les journaux, car ça va devenir une affaire très médiatisée, donc tous les détails vont être donnés, que Mme Marchal serait décédée le dimanche. Il va lui poser des questions. Elle va lui dire, en fait, non, j'ai menti, je t'ai menti à l'époque, j'étais pas à la chamade, j'étais avec ma fille au bord du lac de Saint-Cassien. Liliane dit-elle la vérité ? Ou cache-t-elle quelque chose ? Nous l'avons rencontrée, bien sûr, mais elle refuse obstinément de répondre face caméra. Elle explique simplement qu'elle a menti à son concubin parce qu'elle ne voulait pas qu'il sache que ce dimanche-là, elle était avec un autre homme. Bien sûr, j'allais pas dire à mon concubin, tu sais, j'étais au lac avec un autre. Mais à l'époque, Pierrot n'était pas mon amant, hein. C'était un ami. Mais son compagnon, Pablo Cortés, ne la croira jamais et il la quitte. Il la soupçonne d'être mêlée au meurtre. Les gendarmes ne la soupçonnent pas. Mais son concubin, lui, il la connaît bien, il la soupçonne. Il la quitte et elle s'installe en concubinage avec le deuxième homme, c'est-à-dire Pierrot le Fou, l'homme que l'on peut soupçonner d'être mêlé peut-être à cette affaire. Roger-Marc Moreau enquête alors sur Pierre Haribo, dit Pierrot le Fou, et découvre que celui-ci a été condamné à 5 ans de prison pour meurtre lors d'une rixe à Paris. Il a tué, vous savez pourquoi il avait tué ? C'était une légitime défense. Il a défendu une personne. C'est pour ça qu'il a pris que 5 ans. Hein. Un assassin dans l'entourage de la femme de ménage de Mme Marchal est un élément qui aurait dû intéresser la police et méritait vérification. Pourtant, rien n'est fait. Les gendarmes, la justice, personne n'a enquêté sur cette piste. Pourquoi ? Parce qu'ils ignoraient... D'abord, ils ne s'intéressent pas à l'emploi du temps de la femme de ménage, ne s'intéressent pas du tout à la femme de ménage elle-même. Ils ne connaissent même pas l'existence de Pierre Haribo. Malheureusement, Pierre est mort en février 2010. Il s'est suicidé. Liliane, de son côté, se défend, affirme qu'elle peut prouver que le jour du crime, elle était bien dans le Var, en compagnie de Pierrot. J'étais pas là, j'étais ce jour-là, bon sang, bonsoir. Il y a eu des chèques, il a fait un restaurant. Cette femme, que c'était la poule aux odeurs pour moi. Parce que moi, je gagnais plus d'1 million par semaine. Mais les pourboires qu'on avait, ils n'ont jamais donné des 100 francs, hein, c'était des 500 francs. Ces pistes ne seront jamais prises en compte. Seuls quelques journaux s'y aventureront pour être lourdement condamnés. Mais pourtant ici, chemin de Saint-Barthélemy, derrière les murs de ces superbes villas, un nom est sur toutes les lèvres. Madame Marchal avait peur et s'était confiée à ses amis du village. En 2001, près de 3 ans après la grâce et la remise en liberté d'Omar Raddad, nouveau rebondissement. Des experts du laboratoire de la police scientifique de la préfecture de police de Paris isolent 2 ADN qu'on a retrouvés mélangés au sang ayant servi à tracer les inscriptions sur les portes de la chaufferie. Cette découverte va littéralement changer le cours des choses. Parce que là, c'est du sérieux. Pour les nouveaux défenseurs d'Omar, c'est la preuve matérielle tant attendue. La nouvelle tombe, absolument hallucinante. On a découvert
à l'occasion de cette analyse, de l'ADN mélangé au sang de Madame Marshall. On découvre sur les 2 inscriptions et sur le chevron qui a servi à frapper Madame Marshall. On dit, puisqu'on découvre de l'ADN mélangé au sang de Madame Marshall, c'est forcément celui d'Omar Haddad. Et on va préciser Omar Haddad, vous n'êtes pas obligé de vous soumettre. Mais Omar Haddad dit, si, je veux immédiatement qu'on prélève mon ADN, car ça ne peut pas être le mien. Il va se transporter à ses frais de Toulon à Paris, on va prélever son ADN, ce n'est pas l'ADN d'Omar Haddad. Et à partir de là, cette affaire absolument incroyable, on a l'ADN, eh bien personne ne cherchera à le comparer à qui que ce soit d'autre. En principe, la partie civile est toujours intéressée par la manifestation de la vérité. Dans ce cas précis, la famille prétend que la porte a été contaminée par les personnes qui s'en sont approchées pendant l'enquête, comme des gendarmes ou pendant le procès. Vous avez eu des scellés qui ont été protégés. Alors, vous avez un rapport avec des scellés. Vous voyez, la porte a été protégée. Vous pouvez le constater. Voilà. Comme il faut. Comme il faut. Hein, c'était bien protégé. Et ensuite, donc, un rapport a été déposé par Madame Cherpin, donc, qui est directrice du laboratoire scientifique de Paris, a précisé, dans le cadre de son introduction, qu'elle a constaté l'intégrité des scellés transmis. Voilà maintenant 10 ans que la défense se bat pour que ces 2 ADN soient comparés à celui d'autres personnes, ou passés au fichier des empreintes génétiques. Et admettons que ce soit, qu'il considère vraiment que ce soit lui, mais s'il y a d'autres suspects, il devrait accueillir à bras ouverts ma demande. Il devrait être heureux de savoir que, parce qu'il y avait forcément, dans tous les cas, plusieurs personnes sur cette affaire, de savoir quelles sont les autres personnes. Même s'il pense que c'est lui, il y a forcément eu d'autres personnes. Donc pourquoi est-ce qu'ils ne se posent pas cette question? Pourquoi ils ne veulent pas que cette affaire soit réouverte? Je n'en sais rien et je ne le comprends pas. Alors peut-être vont-ils rétorquer le fait qu'ils veulent faire leur deuil. Mais est-ce que M. Omar Haddad l'a fait son deuil de cette accusation atroce? Pourquoi on ne va pas jusqu'au bout? Parce que c'est une piste, on peut aller jusqu'à la vérité. Alors pourquoi on arrête là? Et j'espère qu'on n'arrête pas là. Non, parce que malheureusement, 7 ans et 2 mois et 8 jours derrière les barreaux, ça malheureusement, personne ne peut me le rendre. C'est trop tard. Ça y est, le mal est fait. Mais bien sûr, pour la vérité, on n'est jamais trop tard. Parce que la vérité, déjà, bien sûr, c'est pour moi, pour mes enfants, pour ma famille, et bien sûr, pour tout le monde. Pour la justice aussi. Pour la France aussi. Parce que la France, c'est un pays de droits de l'homme. Il est aujourd'hui évident que les inscriptions faites avec du sang sur les 2 portes de la chaufferie détiennent le secret du mystère de l'assassinat de Ghislaine Marshall. Les experts ont depuis 10 ans déjà isolé 2 ADN retrouvés mélangés au sang des inscriptions. Ces analyses sont capitales. Pas pour le ministère de la Justice, notez, qui a longtemps traîné des pieds pour comparer ces ADN à celui d'autres personnes, ce que la défense demande sans relâche depuis 10 ans. Enfin, le 6 mai 2011, le garde des Sceaux a accepté de comparer les 2 empreintes des ADN au fichier national des empreintes génétiques. En cas de résultats probants, la commission de révision pourrait être saisie grâce à ces nouveaux éléments. Mais en France, l'annulation d'un jugement est une décision exceptionnelle, car la justice se considère comme infaillible. La Cour de révision est le dernier espoir du condamné Omar, et dans les annales judiciaires de notre pays, seules 5 procédures de révision ont pu aboutir. Alors Omar y arrivera-t-il? Eh bien franchement, de tout cœur, on l'espère. Bonsoir.